Alors d'accueillir notre invité, c'est vous, Richard Wehrli. Bonjour à vous. Vous êtes correspondant pour la France et l'Europe pour le quotidien suisse Blick. Vous êtes notamment le co-auteur de cet ouvrage, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit, aux éditions Grasset, un ouvrage publié en mars 2024. Je vais faire le lien d'abord avec le titre de votre ouvrage, Ce que le monde voit, ce qu'il se passe en France, cette semaine folle, en plus 40 jours des JO. C'est interprété comment à l'étranger ? C'est interprété comme une crise politique majeure, disons le mot, voire comme une menace de chaos qui plane sur le pays. On l'a bien vu au G7, Emmanuel Macron n'a quasiment joué aucun rôle, c'était en Italie, dans les Pouilles la semaine dernière. Au sommet sur la paix qui se déroule en Suisse encore aujourd'hui, il en est reparti samedi avec presque aucune prise de parole et cela risque de continuer lors des prochaines réunions européennes, notamment ce lundi, il y aura un dîner informel des 27 chefs d'État ou de gouvernement. Il y a ensuite un sommet européen les 27 et 28 juin à la veille du premier tour des législatives. Pour dire les choses clairement, Emmanuel Macron est relativement démonétisé par sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale parce que personne parmi ses collègues européens ou internationaux, personne n'est capable de dire s'il sortira vainqueur des urnes et la plupart de ses collègues pensent qu'il risque d'en sortir battu. Donc il est très fragilisé devant ses pairs à l'étranger. Il est aussi aujourd'hui seul contre tous. Ici en France, on voit ces voix s'élever, notamment celle d'ancien président de la République, on va y revenir. Mais on peut dire aujourd'hui que le président de la République est seul contre tous ? Alors, seul contre tous, je ne le sais pas. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce que il faut bien sûr voir quelle allure va prendre la campagne. Mais pour l'instant, ce qui est vrai, c'est qu'on a l'impression notamment qu'à gauche, l'implosion de la gauche qu'Emmanuel Macron espérait n'a pas eu lieu. C'est même le contraire qui se déroule puisqu'on a une union de la gauche qui est forte et un Jean-Luc Mélenchon, on vient de l'entendre, qui est même prêt à jouer les seconds rôles alors que ce n'est pas dans ses habitudes. Au fond, on peut dire que le calcul d'Emmanuel Macron a fonctionné à droite, puisque la droite traditionnelle, les Républicains, s'est fissurée sur la question de l'alliance avec le Rassemblement national. Éric Ciotti a dit oui, les autres disent non. Mais par contre, à gauche, il y a un bloc cohérent, donc pas tout à fait tout seul, mais quand même isolé. Et en tout cas, et à mon avis, c'est le point le plus important, avec des candidats sortant de Renaissance, la formation présidentielle, qui sont fragilisés, inquiets et qui ont, eux, ce fameux esprit de défaite qu'Emmanuel Macron a lui-même dénoncé lors de sa conférence de presse. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à penser que le macronisme peut disparaître après ces élections législatives ? Bon, de toute manière, le macronisme, tout le monde s'attendait à ce qu'il disparaisse relativement avec le départ du président de la République de l'Élysée qui interviendra de toute façon en mai 2027 puisque ce sera l'expiration de son second mandat et qu'il ne peut pas se représenter. Mais oui, il y a une vraie menace aujourd'hui sur ce courant politique qu'on pourrait qualifier de centriste libéral qu'Emmanuel Macron a créé avec son élection à la présidentielle en 2017. Il avait bousculé les frontières traditionnelles de la politique. Il avait rallié à lui toute une série de candidats venant soit de la droite, certains sont même devenus ministres, comme Gérald Darmanin, soit de la gauche, on pense à Christophe Castaner qui était ancien ministre. Aujourd'hui, eh bien, il est sur les ruines de ce rassemblement centriste. Il appelle toujours à la constitution d'un bloc républicain au centre. Il l'a fait lors de sa conférence de presse, mais on a l'impression que c'est plutôt une peau de chagrin qu'il a devant lui. Je voudrais aussi vous faire réagir à la candidature surprise de François Hollande, l'ancien président de la République et donc député, enfin, se porte candidat pour la députation en Corrèze. Est-ce qu'il vient servir des ambitions plus personnelles ? Écoutez, quand vous êtes candidat en France dans un scrutin majoritaire uninominal, vous êtes évidemment au service d'une ambition personnelle, puisque c'est une circonscription, un élu. Donc oui, François Hollande, qui préparait de longue date son retour en politique, il sert son ambition de réintégrer ce qu'on pourrait considérer comme le jeu du pouvoir. Il était exclu de ce jeu du pouvoir depuis son départ de l'Élysée en 2017. Alors par contre, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Comme observateur, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne nouvelle pour la gauche, parce que François Hollande garde non seulement un poids historique, celui d'un ancien président de la République, mais c'est un fin manœuvrier
c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner des coalitions, même si ça a été compliqué durant sa présidence, et c'est quelqu'un qui vient, il a tout à gagner, au fond, à une réussite électorale de la gauche. Et il n'a plus rien à prouver, il a déjà été président de la République. Est-ce qu'il y a derrière sa décision le moteur de la revanche contre Emmanuel Macron? Sans doute, et c'est bien normal. Emmanuel Macron a été son ministre, il est ensuite devenu président de la République aux dépens de François Hollande qui ne pouvait pas se représenter. Donc oui, un retour incontestablement, je dirais, mu par une ambition personnelle, mais aussi un retour au service de la gauche. Et jusqu'à convoiter Matignon, parce que se pose là l'incarnation du côté de la gauche du futur Premier ministre. Écoutez, avouez que ce serait quand même extraordinaire pour nous les journalistes, aussi bien pour les commentateurs politiques français que pour ceux qui regardent la France pour des médias étrangers. Imaginez que Emmanuel Macron, l'homme qui a tué François Hollande, vienne à l'appeler comme Premier ministre, ce serait grandiose comme spectacle. Après, est-ce que ça pourrait fonctionner? Écoutez, à mon avis, oui. Je ne sais pas du tout si François Hollande l'accepterait. Je ne sais absolument pas si Emmanuel Macron aurait envie de l'appeler. Mais le fait est que ce que la France a besoin aujourd'hui, c'est de calme. Le calme, ça passe par des politiciens expérimentés qui ont le goût du compromis, le goût de la coalition. Et il me semble qu'à gauche, en tout cas, c'est le cas de François Hollande, mais on n'en est pas là, loin s'en faut. L'enseignement de ces législatives européennes, Richard Wehrli, c'est aussi cette poussée des extrêmes droites un peu partout en Europe, ici aussi en France. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors en fait, il faut regarder avec une loupe. Si vous regardez l'ensemble des 27, il y a eu une poussée nationale populiste de droite extrême, mais peut-être plus mesurée que celle qu'on attendait. Autrement dit, elle n'a en tout cas pas ébranlé cette poussée nationale populiste, la majorité sortante, composée du Parti populaire européen, c'est-à-dire le camp conservateur, en France c'est les Républicains, l'Assemblée des socialistes et les écologistes, voilà, plus les libéraux d'Emmanuel Macron. Cette majorité européenne, elle n'a pas été, comment dirais-je, elle n'a pas été choquée, elle n'a pas été bousculée, elle va pouvoir continuer de gouverner l'Europe. Par contre, faites un zoom un peu plus précis et vous arrivez sur les grands pays de l'Union européenne, les pays fondateurs. Et là, vous voyez le problème. En Hollande, le parti d'extrême droite de Geert Wilders, tout seul, est arrivé en deuxième position derrière la coalition des gauches et du centre. En Allemagne, l'AfD se maintient à un taux historique et littéralement l'emporte dans toute l'Allemagne de l'Est, même si les conservateurs l'emportent en Allemagne de l'Ouest très nettement. Regardez la poussée qui continue pour Vox en Espagne, la victoire de Madame Meloni en Italie qui vient d'obtenir une consécration européenne. Je rappelle qu'elle était candidate à la tête de sa liste. Et vous avez la France avec la très nette victoire du Rassemblement national. Et à mon avis, c'est ça l'enseignement principal. C'est pas tant que la poussée nationale populiste a été moindre au niveau européen, au niveau des 27, que nous avons un risque de blocage politique sur les grands pays fondateurs et notamment la France, l'Allemagne et l'Italie. Merci beaucoup Richard Wehrli, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.